Euh, Avant de vous présenter quelqu'un que vous connaissez tous, les petites annonces traditionnelles des prochaines séances. Vous avez le programme d'octobre qui est sorti, pour ceux qui l'ont pas vu et qui veulent le récupérer à la sortie, qui commencera avec une semaine John Cassavetes. Mais avant, donc jeudi, nous avons le plaisir de recevoir ici Jacques Weber à 6h du soir pour une rencontre autour de sa carrière et surtout autour du film qui sera présenté après, qui s'appelle La vie suspendue de Jocelyne Saab, qui est un film libanais. Et Jacques Weber a écrit il y a 1 an et demi, maintenant à peu près, un livre qui s'appelle Paris-Beyrouth, où il raconte cette expérience de tournage en pleine guerre au Liban, avec des choses assez terrifiantes qui lui sont arrivées, comment il est quand même tombé amoureux du Liban. Voilà, donc ça sera jeudi à 18h et le film à 19h. Voilà, donc on est très heureux d'accueillir un exploitant de cinéma d'abord, ici. Donc vous connaissez tous ou presque Jérôme Corretti, qui a plusieurs casquettes, qui a plusieurs flèches à son arc. Oui, à défaut de cheveux, il a plusieurs casquettes. Donc, puisqu'il est aussi historien, donc il a travaillé sur la commune de Paris à Perpignan, entre autres, qu'il a coordonné le numéro du travailleur catalan, qui est, je crois, on m'a dit en réédition parce qu'il a un gros succès. Donc il y a un numéro spécial du travailleur catalan. Il sortira vendredi. Voilà, donc deuxième tirage. Et donc avant de passer le film, donc le film La Nouvelle Babylone qui sera accompagné par Virgile, qui vous dira peut-être 2 mots avant aussi, hein, comme d'habitude. Voilà. Jérôme va vous parler un peu du film, mais surtout de la commune de Paris à Perpignan. Voilà. Merci Jacques, merci à tous. Je viens ici avec un peu d'émotion. Tout d'abord parce que ce soir il y a une espèce de boucle qui se termine, qui est en rapport avec la commune et une partie de ma vie. Et c'est en lien avec la conférence, bien évidemment. Jeune étudiant, je me sentais complètement rebelle, je le suis toujours, mais d'une manière différente. Et forcément, comme beaucoup de générations qui m'avaient précédé, il y a 25 ans maintenant, j'étais omnibulé par cette geste révolutionnaire, par ce moment unique qu'est la Commune de Paris. Et je m'étais rendu compte, étudiant en histoire alors, que depuis le centenaire de la Commune, c'est-à-dire en 1971, il n'y avait pas eu de recherche scientifique nouvelle sur cet événement. Il n'y avait eu que très peu d'ouvrages, et notamment des manuels ou des ouvrages d'histoire dits de seconde main, c'est-à-dire qui ne sont pas issus de recherches novatrices, etc. Et j'avais donc proposé à un dénommé Michel Cadet, je ne sais pas si vous connaissez, je pourrais vous en parler éventuellement, qui était mon professeur à l'époque, d'organiser un colloque à Perpignan. Et ce colloque donc s'est intitulé Utopie ou modernité. On avait voulu que ce colloque soit un moment, donc c'était au Palais des Congrès, festif aussi en soirée. Et j'avais demandé à Michel, est-ce que vous pourriez, à l'époque je ne tutoyais pas, et trouver un film qui pourrait illustrer ce moment festif, puisqu'il y avait, avant la projection de ce film, dont je vais vous parler dans un instant, un spectacle d'une compagnie militante qui s'appelle la compagnie Joli Môme et qui est revenue depuis à plusieurs reprises dans les Pyrénées-Orientales. Donc ça c'était en 1995 et en 1999 ils étaient venus fêter comme par hasard à Port-Vendre le 120e anniversaire du retour des communards, mais ça c'est une autre histoire. Et donc Michel m'avait dit, je vais demander à la Cinémathèque de Toulouse s'ils peuvent me prêter
pour l'Institut une copie 35 mm de la Nouvelle Babylone. La Nouvelle Babylone, Kesachlo, on va en parler dans quelques minutes, mais maintenant, 26 ans après, quasiment, c'est assez émouvant de voir que c'est l'Institut qui m'invite. Michel, ce soir, est chez le dentiste, je l'ai vu tout à l'heure, c'est pour ça qu'il ne peut pas être avec nous, il nous présente ses excuses. Mais c'est en projetant ce soir une copie numérique de ce film, à nouveau réalisé par la Cinémathèque de Toulouse, qu'on peut organiser cette soirée. Alors, qu'est-ce qui se passe le 18 mars 1871 ? Je vais commencer par une odieuse anachronie et une paraphrase. Ce matin-là, et toute cette journée, Paris est outragé, Paris est martyrisé, Paris est brisé, mais Paris, finalement, en fin de soirée, sera libéré. Et libéré par lui-même, avait dit un certain général qui, à cette époque, on ne réécrit pas l'histoire, mais n'aurait certainement pas été du côté des communards. En tout cas, ce matin-là, donc, Paris est outragé. Pourquoi ? Parce que Paris est républicain, et Paris est opposé à l'Assemblée nationale, qui vient d'être élue quelques semaines auparavant, et qui a déménagé à Versailles, et qui est de majorité monarchiste, symbole ô combien provocateur. Paris est indigné parce que Paris a combattu et ne s'est jamais rendu face aux Prussiens qui ont encerclé la ville dès septembre 1870, et c'est le petit peuple de Paris qui a voulu continuer la lutte et qui a forcé le gouvernement républicain qu'il a lui-même mis en place, ces républicains bourgeois, avec notamment Emmanuel Arago, un Catalan, le fils du grand François, était ministre de la Justice dans ce gouvernement provisoire, voulait, certainement pas avec Gambetta notamment, fin août 70, tout début septembre avant le 4, proclamer la République. Et c'est le petit peuple qui va proclamer la République, et dans le grand souvenir de la Révolution de 1792-93, donc la période jacobine, la période de la levée en masse, la période du comité de salut public, la période où il y a eu Valmy et où les armées révolutionnaires ont pu repousser les envahisseurs. Donc, dans ce grand souvenir, et avec le même modèle à l'esprit, le peuple a tenu bon. Et pourtant, ce peuple, on veut le désarmer, puisqu'il a été constitué en garde nationale, et surtout, alors qu'il crève de faim, on veut lui enlever les canons qu'il a lui-même souscrits sur une idée de Victor Hugo pour assurer sa propre défense. Et de peur que ces canons ne soient amenés à Versailles, il les a mis dans ses quartiers populaires, notamment à la butte aux Cailles, notamment à Montmartre. Et donc, il y a très tôt le matin, le 18 mars, des troupes, dont le 88e de ligne, et des gens du peuple qui sont dans l'armée et qui quelquefois sont issus du pays catalan, et je pense notamment à Galbric Verdaguer qui est né à Boulterner et qui fait partie donc de la troupe. L'opération prend du retard, le peuple se réveille, les femmes, les hommes dorment encore, il est très tôt le matin, et c'est les femmes qui vont réveiller leurs maris gardes nationaux et qui vont leur dire « mais lève-toi, on va nous prendre les canons », et elles entourent la troupe. L'opération prend du retard, et deux généraux, Lecomte et Clément Thomas, donnent ordre aux soldats de tirer sur la foule. À ce moment-là, une voix sort de la troupe et demande à fraterniser. Et cette voix dit « Soldats, crosse en l'air ». Et il est très vraisemblable, en tout cas il va entre autres être fusillé pour cela, que ce soit le fameux Galbric Verdaguer de Boulterner dont je vous parlais un instant, qui soit à l'origine de cette fraternisation. Toujours est-il que le peuple de Paris, des soldats, beaucoup de Catalans natifs, mais pas seulement, il y a des gens de tous les départements de France, bien sûr, il y a des étrangers aussi, donc, dans un espèce de mouvement populaire, non préparé, se retrouvent seuls à la tête de Paris, puisque Adolphe Thiers donne ordre à tous les fonctionnaires et à tous les corps de l'État de déserter et de partir à Versailles. Alors, à ce moment-là, Paris est entouré aux trois quarts des troupes prussiennes, même s'il vient d'y avoir un armistice. Cet armistice, vous le savez, va coûter très cher à la jeune République naissante
et qui, vraisemblablement, à ce moment-là, on sait que ça ne s'est pas passé, hein, mais à ce moment-là, doit redevenir une monarchie, et cet armistice, et le traité de paix qui va suivre, le traité de Francfort, va amener la naissance du Deuxième Reich à Versailles, mais surtout la perte de l'Alsace et la Lorraine, et ce sera l'un des terreaux qui amènera bien des décennies après, mais ce n'est pas la seule raison bien sûr, la Première Guerre mondiale. Donc ce peuple de Paris se retrouve à se gérer, et ils ne veulent certainement pas, ses représentants, notamment le comité central de la garde nationale, prendre un pouvoir dictatorial et imposer de suite une dictature républicaine révolutionnaire, mobiliser les gardes nationaux, les troupes, les forces de police que ce comité central aurait sous ses ordres, et les faire marcher sur Versailles pour prendre le pouvoir. Non, ce n'est pas dans leur gène. Ils sont républicains. Et ce qu'ils veulent, c'est tout simplement avoir la possibilité de se gérer eux-mêmes. Et au départ, il n'y a pas d'idée de gouvernement national sur la France par ce nouveau pouvoir parisien. Je n'ai pas encore dit le mot, mais il y a l'idée simplement de se constituer en municipalité qui pourrait, elle, faire un certain nombre de réformes. Et on ne va pas s'appeler municipalité, on va s'appeler, puisqu'on est tous ensemble à travailler, et dans le souvenir, je vous l'ai dit, de 1792, 1793, et au-delà, au moment du Moyen-Âge, dans le souvenir des franchises urbaines, on va se constituer en commune, et on va appeler le peuple de Paris aux urnes. Les élections ont lieu le 26 mars, et le 28 mars, la commune est proclamée à Paris. Donc elle va mettre en place un certain nombre de mesures, bien évidemment je ne vais pas parler pendant 3 heures, et parmi ces mesures les plus emblématiques, comme le disait Marx, il y a son existence propre. Déjà, pour la première fois, on a un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est entre autres écrit dans notre Constitution. Et nous sommes, théoriquement, dans notre Constitution, la 5e République, une république démocratique et sociale, c'est écrit. Eux, ils vont mettre en application tous ces termes, et bien sûr la sublime devise liberté, pour eux aussi bien sûr, liberté, égalité, fraternité. Et ils vont essayer, dans toutes les contradictions de ce triptyque républicain, c'est quand même des termes qui souvent, au niveau social, sont antagonistes, ils vont essayer de les concilier pendant 72 jours que va durer cette commune. Et ils vont donc mettre en place les principes de démocratie directe, de discussion et de contrôle des élus à tous les niveaux, c'est-à-dire dans les mairies d'arrondissement, au niveau du conseil parisien de la commune, et ils vont également mettre en place des mesures sociales. Bien sûr, je ne vais pas parler de toutes les mesures de la commune, mais parmi les mesures les plus emblématiques, il y a le principe d'autogestion des entreprises désertées par leurs patrons. Il y a l'interdiction de nuit du travail des boulangers, puisque les bourgeois pourront bien attendre que les fournées sortent en milieu de journée et non pas au petit matin. Ils pourront bien se passer, c'est ce qui se dit dans les journaux, c'est pas moi qui brode, les journaux de l'époque, pourront bien se passer d'un petit déjeuner avec une brioche de la veille, en dégustant une brioche de la veille, pardon. Et il y a un certain nombre de mesures, même si on ne va pas jusqu'au droit de vote des femmes, qui sont aussi assez révolutionnaires pour l'époque, notamment la reconnaissance du concubinage et des naissances hors mariage. Alors ça, c'est reconnu implicitement, pas explicitement, par le maintien des soldes des gardes nationaux qui auraient péri au combat pour leurs veuves ou leurs compagnes qui restent, et aussi pour les enfants nés hors mariage, puisqu'à l'époque, on était dans une période très où la religion, les habitudes, on va dire, catholiques, des mœurs, étaient encore très présentes, et ça va continuer bien sûr au XXe siècle. Anticipation sur le XXe siècle, justement, la séparation de l'Église et de l'État, il va falloir attendre les lois de 1905, il va falloir attendre les lois de 1880 après la Commune, pour voir aussi la gratuité d'une école laïque et obligatoire, la reconnaissance et la promotion du travail professionnel, donc à destination des classes populaires. Un gouvernement
petit à petit par la force des choses, puisqu'il y a un combat et une guerre civile qui est en train de se mettre en place contre Versailles, qui veut absolument les écraser avec Adolphe Thiers. Donc Paris va être en permanence entre une commune qui veut se gérer seule et qui, par la force des choses, devient gouvernement. Et un gouvernement qui est en rivalité avec des forces bien inférieures, bien sûr, à celui de Versailles. Dans ce gouvernement de la Commune, il y a des étrangers, notamment Léo Frankel, qui est un jeune Hongrois de 27 ans, qui est militant de l'Association internationale des travailleurs, assez proche de Karl Marx, et qui va mettre en place ce qu'on pourrait comparer aujourd'hui à un ministère du Travail. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'on va reconnaître un ministère du Travail, et le travail comme pouvant faire l'objet justement d'un ministère et de mesures sociales. Il va avoir une phrase célèbre, parce que quelquefois la commune était diverse dans ses orientations politiques. Il y avait donc quelques marxistes, il y avait beaucoup de libertaires, beaucoup de néo-jacobins, entre autres. Il y avait en tout cas la volonté pour tous de rompre avec le pouvoir de l'argent et de maintenir la République. Et dans cette diversité de la commune, il va y avoir quelquefois des débats, et on va reprocher à Léo Frankel de vouloir aller trop loin. Et Léo Frankel va avoir cette phrase célèbre, disais-je, la commune a été faite essentiellement par la classe ouvrière. Si nous ne faisons rien pour la classe ouvrière, je ne vois pas la raison d'être de la commune. Donc la commune a cette volonté, avec des réformes qui auraient peut-être pu aller plus loin. L'historien n'a pas à dire ce qui aurait pu être fait. L'historien énumère justement, je me répète, des faits et constate. Il n'a pas à tirer de leçons de la commune. La commune était fille de son temps et elle a agi ainsi. Donc j'essaie de décrire ce qui s'est passé. Toujours est-il que les combats vont être de plus en plus durs. Les soutiens espérés de la province, j'y reviendrai dans un instant, ne sont pas venus. Et Paris s'est trouvé isolé. Alors, au sein de Paris et de la gare nationale, il y avait en plus, pas au sein mais à côté, des troupes étrangères qui ont été acceptées, bien sûr, pour combattre pour la République, parce que c'était des troupes de volontaires étrangers, notamment des Garibaldiens, beaucoup d'Italiens, qui sont venus au moment de la guerre de 1870-1871 servir dans l'armée des Vosges, et qui se retrouvent à Paris au moment de la Commune. D'ailleurs, à un moment donné, la Commune offre à Garibaldi le commandement général de ses troupes. Garibaldi va le refuser, et de toute façon il n'était pas présent, et ça va être deux autres généraux, je l'évite, mais polonais notamment, qui vont entre autres diriger la Commune, ou diriger les troupes de la Commune. Il y a Wróblewski et Dąbrowski, qui sont des anciens patriotes, qui sont des patriotes polonais, qui avaient essayé de rendre la Pologne indépendante et de refaire vivre ce pays qui était à ce moment-là, je le rappelle, écartelé entre l'Empire austro-hongrois et l'Empire russe. Cette épopée va durer 72 jours. Et des figures célèbres ont combattu, Eugène Varlin, ça vous parle peut-être, j'ai parlé de Léo Frankel, il y a Charles de l'Écluse, et puis la légendaire Louise Michel. Les troupes de la Commune, qui ne sont pas des troupes professionnelles, ne font pas le poids face à Versailles, et au bout de 72 jours, Paris est martyrisé. Et Paris communard succombe. Il y a à peu près 15 000 morts dans un premier temps. Ce sont les derniers décomptes faits. À un moment donné, on disait plus ou moins. Bon, en tout cas, c'est une hécatombe. Henri Dunant, c'est ça, qui est l'un des fondateurs de la Croix-Rouge, va s'étonner de voir qu'il y a un tel massacre. Est-ce qu'on peut parler de génocide social? En tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, ça y ressemble. Il y a la volonté délibérée, et c'est ce qu'a montré Robert Tombs dans ses travaux sur Paris contre l'armée de Versailles. Il y a la volonté délibérée des chefs, notamment, d'exécuter tous les communards pris les armes à la main. Donc il y a une volonté de les éliminer. De là à parler de génocide, c'est peut-être un peu fort. En tout cas, il y a une volonté d'éradication sociale, ça fait pas l'ombre d'un doute. Et comme le disait M. Thiers,
le chef du gouvernement à l'époque. On ne parle plus de socialisme, puisqu'il englobait tous les communards dans ce terme générique de socialisme qui est, à mon avis, galvaudé pour les définir. C'est pas suffisant, en tout cas, c'est que partiellement descriptible. Et il dit on ne parle plus de socialisme, mais on fait bien, et on nous a débarrassé pendant 20 ans de ce fléau. Alors, au moment où Paris capitule, à 800 km, ici, à Perpignan, la garde nationale de Perpignan empêche que les dépêches télégraphiques annonçant la chute de la capitale puissent être placardées pour la population. Et au contraire, j'ai retrouvé ça aux archives, ils vont protéger une affichette qui insulte carrément la municipalité républicaine, bourgeoise et modérée, en tout cas pas favorable à la commune de Perpignan, et qui, au contraire, leur demande de se lever pour défendre Paris. Alors comment on peut en arriver là, à Perpignan, qui est si éloigné de la commune et qui n'a pas vu l'ombre, on l'a peut-être cru dans certains villages, mais qui n'a pas vu l'ombre, et c'est tant mieux, d'un soldat prussien à cette époque. En fait, ce que je viens de vous dire là depuis 10 minutes, c'est le récit classique de la commune. On peut rentrer dans le détail, etc., mais c'est ce qui encore ressort de la plupart des conférences. Et si on contextualise la commune, non plus en commune de Paris, mais en tant que mouvement communaliste au niveau national, c'est à une toute autre conférence et à une toute autre chronologie qu'il faut maintenant s'arrêter. Paris a proclamé la commune le 4 septembre 1870, dans la soirée, et a... Pardon, excusez-moi, Paris, oh là là, merci de m'avoir repris. Paris a proclamé la commune, c'est le 18 mars 1871. Je reprends. Paris a proclamé ce qui allait devenir la Troisième République le 4 septembre 1870 en soirée, et encore forcé, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en tout cas pour Gambetta, pour les Jules Favre et les députés de Paris, forcé par le petit peuple parisien. Et aussi par un vieux de la vieille, je vais quand même faire une petite digression, qui a connu toutes les révolutions depuis 1830, et qui lui est le frère cadet, on n'en sort jamais, de François Arago, c'est Étienne Arago. Et Étienne Arago a fait le maximum, c'est ce que nous raconte Muriel Toulotte dans sa thèse Étienne Arago, une vie, un siècle. Il a fait le maximum pour pousser le peuple de Paris à rentrer dans le Palais Bourbon. À l'époque, c'était le corps législatif de l'empereur Napoléon III, et pour faire proclamer la République. Et son neveu, Emmanuel Arago, est un peu dépité, donc ils vont tous proclamer pour calmer le peuple. Et le 4 septembre 1870, pour être dans la lignée des proclamations révolutionnaires de la Deuxième République et de la Révolution française, ils vont à l'Hôtel de Ville et ils vont proclamer la République, ils vont se faire acclamer, et d'ailleurs ils mettent dans leur première affiche envoyée à toutes les préfectures de France que le gouvernement de la République, le 4 septembre 1870, a été acclamé. Et donc, cet Étienne Arago ne figure pas dans la liste des ministres, parce qu'on lui donne une charge bien plus importante, c'est celle de maire de Paris. Nous sommes plusieurs mois avant la commune de Paris, et par contre, on est quelques jours, et ça ils le sentent venir, quelques jours avant l'encerclement de la ville, de la capitale, par les troupes prussiennes. Donc on donne à ce vieil Arago, que tout le monde considère et que personne ne remet en cause comme étant un républicain irréprochable, aussi bien les modérés que les révolutionnaires, la charge de gérer la ville, ce qu'il va faire jusqu'à fin octobre 1870, et donc pendant 2 mois, et ce qu'il va faire du mieux qu'il pourra, mais il va démissionner quand les révolutionnaires vont l'accuser d'avoir été un peu trop mou. Je ne rentre pas dans les détails. Mais ça, c'est le soir donc, du 4 septembre 1870. Mais dès 9h du matin, à Lyon, le 4 septembre 1870, la République est proclamée. Et on ne va pas faire que proclamer la République. Immédiatement,
la ville se constitue en commune révolutionnaire. Et on va mettre le drapeau rouge qui va flotter jusqu'en mai 1871 d'une manière ininterrompue sur le fronton de l'hôtel de ville de Lyon. Et cette situation lyonnaise est très complexe parce que cette commune est tenue par des républicains, on va dire, radicaux, des républicains, je vais aller très vite et schématiser pour que vous compreniez, jacobins. Et ces républicains jacobins, pour certains libertaires, dont Bakounine, ne vont pas assez loin. Et un mois après, fin septembre 1870, Bakounine va tenter de renverser cette commune révolutionnaire par une commune encore plus à gauche, pour lui, plus libertaire, de manière à mettre en place, un certain nombre de mesures que les Parisiens n'appliqueront et ne mettront en place que entre mars et mai 1871, donc 6 mois plus tard. Donc, la laïcisation de l'enseignement, c'était très important à l'époque, l'élection de la police, donc on appelle ça une force de sécurité. Voilà ce qu'ils essaient de mettre en place. Bien sûr, le préfet mis en place par Gambetta va essayer d'empêcher que cette police ne soit hors de contrôle. Ils vont essayer de contrôler les élus, etc. Mais quand on est à Lyon, on essaie de résister bien sûr aussi aux troupes prussiennes. Il y a les impératifs de la guerre. Donc tout ça pour vous dire que Lyon, d'une manière spontanée et sans attendre Paris, s'est proclamée république, puis commune, dès le 4 septembre 1870. À Lyon, sous l'Empire, sous le Second Empire, plus incroyable encore, singulière, je veux dire, en août 1870, dès qu'on apprend les premières débâcles dans l'Est de la France, ils vont tenter de mettre en place une commune, également à Marseille. Il va y avoir la même chose à Marseille. Et parlons maintenant un instant de Marseille, qui, lui, va attendre, ou elle va attendre d'apprendre que la République est proclamée à Paris pour, bien sûr, mettre en place les institutions républicaines. Mais Marseille, au moment des débuts de la Troisième République et jusqu'au moment de la Commune à Paris, va avoir une direction assez singulière, puisque c'est un espèce de conseil qui gère à la fois le département des Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille, et qui est d'orientation révolutionnaire, qui va diriger la ville et le département. Et au moment de la Commune de Paris, Marseille va suivre l'exemple de Paris, va essayer de proclamer sa commune. Ça va marcher, ça va durer une semaine, sauf qu'il va y avoir, comme à Paris, une répression terrible. Il va y avoir entre, si ma mémoire est bonne, 700 et 800 morts du côté communard marseillais, et 150 morts du côté des troupes régulières, qui vont quand même charger. Ils sont sous le commandement d'un catholique pratiquant royaliste, au cri de « Vive Jésus, vive le Sacré-Cœur », voilà, pour reprendre l'odieuse commune de Marseille qui était impie, bien sûr. Dans le sud-ouest et autour de Marseille aussi, à l'automne 1870, vont se constituer ce qu'on appelle des ligues, qui vont avoir aussi, grosso modo, des ligues de département, puisqu'il y a un affaiblissement du pouvoir central, qui veulent continuer la guerre contre les Prussiens, mais qui vont vouloir affirmer la République, épurer les fonctionnaires du Second Empire qui sont encore en place, et qui vont proposer tout un tas de mesures d'exception. Et il y a donc tout un mouvement dans les zones non occupées, notamment les zones de ce qu'on a appelé le Midi Rouge, autour de ligues, autour de villes républicaines, autour de cercles militants, un mouvement pour essayer d'avoir une république révolutionnaire et une république qui soit aussi l'antithèse de ce que fut l'Empire. Marx aura ce mot pour la Commune de Paris, qui lui dira que la Commune était l'exacte antithèse de l'Empire, et ce que ne veut plus
continue à être dirigé dans son administration, d'où la volonté d'élire des gens qui donc n'ont pas été corrompus par 2 décennies d'un pouvoir qu'ils considèrent comme illégitime, le Second Empire, puisque je vous rappelle qu'il est survenu à l'issue d'un coup d'État. Donc nous, on a l'impression qu'il y a eu plusieurs régimes, parce qu'on vit 150 ans après, mais pour les républicains de l'époque, ce qui est frappant, on le voit dans leurs discours, dans leurs journaux, c'est que pour eux, une parenthèse ignoble de 20 années d'empire dictatorial qui n'était pas légitime, voilà, se referme et on va reprendre la République. Vous voyez, c'est une autre façon d'appréhender le cours des choses et ils pensent, je reviens un instant sur l'Assemblée versaillaise je fais des sauts en avant, en arrière de quelques mois, mais ils ont peur donc en mars-avril 1871 que cette République si fragile ne redevienne une monarchie, puisque l'Assemblée qui a été élue à la demande de Bismarck, le chancelier allemand, pour signer la paix avec l'Allemagne, le Deuxième Reich, ils veulent que Bismarck veut que cette assemblée soit une assemblée élue par tous les départements. Et même si la France à l'époque n'est pas majoritairement monarchiste, les monarchistes, à la différence des républicains, vont se présenter comme les artisans de la paix. Alors que les républicains voulaient continuer la guerre. C'est la raison pour laquelle beaucoup de conservateurs ou de gens qui en avaient marre de ces combats parce qu'ils avaient perdu un proche, qui ne voyaient pas l'intérêt de continuer la guerre, vont voter pour les candidats de la paix qui sont les monarchistes. Dans les Pyrénées-Orientales, les campagnes, ce qui est un fait assez rare, on le voit dans le Var d'ailleurs, mais sont dans beaucoup d'endroits, notamment dans le libéral, et pas seulement, non seulement acquis à la République, mais en plus elles sont des campagnes qui sont républicaines et révolutionnaires. Et le département est républicain pour plusieurs raisons, mais notamment suite au travail fait par la famille Arago. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais je vais très vite. Et pour eux, le nom d'Arago compte. Et quand arrive la nouvelle de la République, proclamée à Paris, forcément, ce sont ceux qui soutiennent dans l'opposition à l'Empire la mémoire et les combats d'Arago, à tel point qu'on les appelle souvent le parti Arago, les républicains qui vont prendre le pouvoir. Et ce parti est groupé non pas autour d'une structure partisane, comme on peut l'imaginer aujourd'hui, hérité du XXe siècle ou du XXIe siècle, mais autour d'un journal, donc c'est un courant d'idées, et c'est autour du journal L'Indépendant, qui existe toujours, que les républicains, le parti aussi de l'indépendance, c'était les républicains, on disait que c'était soit le parti Arago, soit le parti de l'indépendant, donc vont prendre le pouvoir. Et ce sont des nombreux que vous connaissez tous. Début septembre 1870, c'est un certain Lazare Escarguel, il y a un court Lazare Escarguel, qui va devenir maire de Perpignan. C'est Pierre Lefranc, il y a une rue Pierre Lefranc, qui va devenir peu de temps, en l'espace d'un instant, le préfet des Pyrénées-Orientales. J'en passe et des meilleurs. Perpignan vit mal que ces républicains ne soient pas, qui sont au pouvoir, ne soient pas plus ardents face à leurs ennemis de l'Empire, et quand arrive la Commune de Paris, face aux Versaillais. C'est une période trouble. Et il n'y a pas de leader au sein de ce parti qui, comme sous la Seconde République, va mener l'aile gauche, on va dire le mouvement républicain révolutionnaire. Donc il va y avoir un certain nombre d'actions spontanées en soutien à la Commune qui vont se faire. Je vous ai parlé d'une action symbolique, le dernier jour de la Commune à Paris, fin mai 1871, mais quand on apprend qu'à Perpignan, la Commune a été proclamée à Narbonne par un dénommé Émile Dijon, qui était un journaliste, mais on oublie trop aussi, donc je vais citer son nom, un jardinier républicain révolutionnaire du nom de Baptiste Limousin. Donc quand cette commune est proclamée à Narbonne, Émile Dijon comprend tout de suite que cette ville ne pourra pas
survivre en tant que commune révolutionnaire si elle n'est pas soutenue par d'autres villes de la région qui elles-mêmes vont se constituer en commune. Et ça va être un échec à Carcassonne, ça va être un échec à Sète, ça va être un échec à Béziers, mais il tente de faire proclamer la commune dans la ville la plus importante qui est considérée comme un véritable volcan, le volcan perpignanais, donc dans la capitale des Pyrénées-Orientales, la préfecture. Et le parti d'indépendance se réunit dans les locaux d'indépendants, il y a Lazare Escarguel, etc. Et il décide d'envoyer un jeune cordonnier du quartier de Saint-Mathieu, puisqu'à l'époque le quartier rouge, le Belleville de Perpignan, ou la Croix-Rousse pour Lyon de Perpignan, c'est Saint-Mathieu. Et à l'inverse, on s'y trouve là, le quartier Réac, le quartier royaliste, le quartier des jardiniers, c'est Saint-Jacques. Et donc, un cordonnier du nom de Bacave va aller voir Dijon, et Dijon lui dit, écoutez, demandez à Escarguel, demandez au conseil municipal de se constituer en commune. Si vous voulez m'aider, c'est le moment ou jamais. Il revient, et une réunion secrète a lieu à nouveau dans l'indépendant, et il est décidé finalement de ne rien faire. Mais, je viens de vous dire finalement, et pendant un moment, ces républicains hésitent. Et en tout cas, ils font croire à Bacave, à ce cordonnier, qu'ils vont proclamer la commune. Et que pour ça, ils vont battre leur appel, place de la Loge, et qu'ils vont faire venir les gardes nationaux pour se constituer en commune et n'accepter que le pouvoir de Paris. Nous sommes à ce moment, je vous rappelle, fin mars 1871. Hein, la commune à Paris vient à peine de naître, d'éclore. Le lendemain, Bacave arrive. Il est accompagné d'un brave gars, d'un brassier qui s'appelle Viala. Son surnom c'est Lapin. Ils sont là et il voit qu'il n'y a personne. Donc il devient fou, il a l'impression de trahir les engagements qu'il a entendus hier et surtout de trahir le pauvre Dijon qui se retrouve seul, enfin qui vont trahir Narbonne. Et donc il va essayer dans un style blanquiste, c'est-à-dire en faisant le coup de poing, en prenant un pistolet, de faire proclamer la commune. Il va aller chercher le colonel de la garde nationale, il va lui mettre le pistolet sur la tempe, il va lui dire « fais proclamer la commune ». Lui, il refuse, et finalement, je vais très vite, la commune n'aura pas été proclamée à Perpignan. Comme Pierre Lefranc ne supportait pas l'indiscipline du gouvernement, l'indiscipline du petit peuple républicain de Perpignan et notamment aussi des campagnes du Roussillon. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait démissionné très rapidement, fin septembre 1870. Et il est remplacé par un jurassien, Louis Jousserando. Et Louis Jousserando est toujours en fonction en avril 1871. Alors c'est un républicain ardent, à la Gambetta, etc. Il est proche de l'indépendant, mais il n'est pas pour la commune. Alors lui, il a bien du souci à se faire, parce que comme il le télégraphie, ainsi que le procureur, donc à leur ministère de tutelle, ils disent en substance que Perpignan est un volcan entouré au loin d'une multitude de cratères. Et ces cratères, ce sont un certain nombre de villages où la situation est explosive suite à la proclamation de la Commune de Paris, parce qu'à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les téléphones, mais on s'informe via les journaux de ce qui se passe et on essaie de soutenir le camp auquel on appartient. Et à Corneille-à-la-Rivière, où on a crevé la faim suite à un hiver terrible entre 1870 et 1871, quand on apprend que la commune est proclamée à Paris, et eux ils parlent de gouvernement parisien, ils décident de se constituer, en tout cas de hisser le drapeau rouge en haut de l'arbre de la liberté. Et ils décident, pendant plusieurs jours, quand les gendarmes viennent, de les envoyer paître et de dire nous maintenant on attend que les ordres de Paris. Ce préfet Jousserando va être obligé de venir avec une centaine d'hommes, de cuirassiers, etc. Enfin, pour rétablir l'ordre et surtout pour faire enlever ce drapeau rouge. Donc on a essayé, il y a eu, l'espace d'un instant, peut-être une commune à Corneille-à-la-Rivière, une commune rurale, en tout cas c'est un fait bien rare en France, peut-être unique, qui se
passe à Corneilla en avril 1871. On va monter maintenant en Val-Espire. Et là, il y a une commune où c'est chaud patate depuis le 4 septembre 1870. C'est Palalda. À Palalda, en septembre 1870, le film est court après, donc je continue encore 5 minutes, je vais m'arrêter, mais il est court, hein, c'est pas un film. Donc, ça me semble intéressant de sortir ce qui n'est pas une anecdote. On va séquestrer le prêtre, parce que le prêtre, c'est celui qui aide à bourrer les urnes chaque fois qu'il y a des élections. Et on va le menacer de mort, mais on va même pas lui mettre une claque. Et ce qui pourrait sembler être anecdotique aujourd'hui, surtout quand on voit la violence de certains propos actuellement, va entraîner l'arrestation d'un certain nombre de républicains à Palalda. Et au moment de la République, dans les tout premiers mois là, de 1870, début 1971, ils vont être acquittés. Et comme après, il y a une période, mais je n'ai pas le temps d'en parler, qui s'appelle l'ordre moral, il y a vraiment une tentative en France, avec De Broglie notamment, de restaurer la monarchie. On va les rejuger devant un tribunal militaire pour qu'ils soient emprisonnés. Et il y a un dénommé Alduy, qui est donc un des ancêtres de qui vous connaissez, qui ne va pas supporter d'être emprisonné au Castillet, et qui va se jeter du haut du Castillet quelques années, donc après 1870, 2-3 ans après, voilà, de désespoir. Comme quoi, voilà. Il y a des familles qui marquent la vie politique du département depuis un petit bout de temps. Il n'y a pas que les Aragos, il y en avait d'autres aussi. En tout cas, Palalda, donc c'est chaud patate. Et au moment de la commune, on va mettre un drapeau rouge. Et la gendarmerie va arriver et va faire retirer ce drapeau rouge. Et on ne sait pas ce qui se passe dans la nuit, on ne sait que trop bien, mais du coup, puisqu'ils ont le drapeau, ils vont mettre un drapeau noir. Et il va y avoir un drapeau noir en haut de Palalda, et du coup, ça énerve, ça ne fait pas du tout rire Louis Joussan-Rondeau, qui va rebelote revenir avec une centaine de soldats et faire peur en disant on va laisser la troupe ici si ça continue, on va faire des arrestations, on va faire une véritable enquête, etc. Donc, je ne vais plus voir ça. Donc voilà quelques manifestations de soutien à la commune. Et globalement, il y a eu, en tout cas, une agitation, voire une irruption, c'est le bon terme, révolutionnaire, surtout en septembre-octobre 1870. Parce que presque ce qui se passe, ce soir le sujet c'est la commune, mais ce qui se passe en 6 mois entre le 4 septembre 1870, le début de la Troisième République, je rappelle, et le début de la commune fin mars 1871, le plus important dans les Pyrénées-Orientales, c'est assurément pas ce qui se passe au moment de la commune, c'est avant. Il y a eu cette affaire de Palalda, il y a eu sinon en terre blanche, puisqu'il y a des républicains révolutionnaires notamment dans le libéral, mais il y a une terre traditionnellement blanche acquis à la monarchie qui est, on les appelle les carlistes à l'époque, même si c'est théoriquement de l'autre côté de la frontière, et donc espagnol bien sûr, et ces carlistes sont très forts en Salanque et sont forts aussi à Pia. Et des républicains sont blessés fin septembre, début octobre 1870, ou l'auraient été, peu importe, à Pia. Et au lieu d'envoyer la police ou la gendarmerie suspecte, parce qu'il y a un mois encore, ils chassaient les républicains, et là c'est les républicains qui tiennent la préfecture, hein, remettre de l'ordre là-bas, on va envoyer la garde nationale de Perpignan. Il va y avoir des coups de feu, il va y avoir quand même un mort et de nombreux blessés. Donc on n'est pas loin de la guerre civile, et là aussi, comme à Palalda, il va y avoir des procès qui vont être systématiquement politiques. Il va y en avoir 2. Il va y avoir des personnes qui vont être arrêtées, qui vont faire, comme à Palalda, des années de prison. C'est la raison pour laquelle les communards à Paris, et je ne m'écarte pas de mon propos, quand ils vont être, pour ceux qui auront survécu, qui n'auront pas été fusillés, déportés en Nouvelle-Calédonie, on va demander aux députés, quand on est républicain, qu'il y ait une loi d'amnistie des communards qui soit votée. Et Lazare Escarguel, qui était à l'époque, mais pas seulement, il n'était pas tout seul, député à la Chambre,
va demander que dans la loi d'amnistie soient intégrés des événements qui seraient survenus aussi entre septembre 1870 et mars 1871 pour que les gens de Balada et surtout les gens de Pia soient amnistiés en même temps que les communards. Donc, quand ici on vote au milieu des années 70, il y a un débat, on essaie de faire voter l'amnistie des communards. Ici, c'est un double sens parce qu'on est pro-communard quand on est républicain révolutionnaire, tout le monde n'est pas, bien sûr, mais tout le camp républicain, du plus radical ici au plus modéré, veut, parce que c'est leur fer de combat, amnistier aussi les républicains qui ont été emprisonnés suite aux affaires de Palalda et de Pia. Voilà. En 1879, la loi d'amnistie sera enfin votée et il va falloir plusieurs mois pour que les navires ramènent de Nouvelle-Calédonie tout un tas de déportés. Et au départ, le port logique, c'est Marseille. Donc on va les faire rentrer, on pense qu'on va les faire rentrer à Marseille, parce que voilà, c'est le port le plus facile à vous ramener à Paris. Sauf que on se rend compte rapidement, quand on est à la tête du régime, que faire revenir les républicains, les républicains communards, faire revenir les communards à Marseille, c'est prendre le risque de manifestations de soutien importantes, puisque à Marseille, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une commune qui a fait des morts, une commune qui était importante avec celle de Lyon, que j'ai passé très très vite dessus. Du coup, ils se disent, bon, on va détourner le navire, alors on va pas mettre à Toulon, c'est trop près, donc allez, on va le mettre à Port-Vendres. On va les faire rentrer à Port-Vendres, les communards, comme ça, ce sera tranquille, ni vu ni connu, et il n'y aura pas trop de manifestations de solidarité. Et bien sûr, c'est tout l'inverse qui s'est passé. En septembre 1879, les communards qui avaient survécu sont rentrés par Port-Vendres, en tout cas les premiers navires, et le plus grand flot de communards. Il y en avait qui vont rentrer notamment l'année suivante par Dieppe, ce sera le cas de Louise Michel. Mais là, en ce qui me concerne, donc les premiers communards qui reviennent en France, en métropole, accostent à Port-Vendres. Et ils sont accueillis notamment par Louis Blanc, un grand républicain, historien socialiste, etc. Et le comité d'entraide et de soutien, de secours mutuel aux communards était coprésidé donc, par ce Louis Blanc. Et en souvenir de son passage à Perpignan, puisqu'il est venu faire des meetings, on va appeler la rue qui va du Castillet à la place de la Loge Louis Blanc, vous voyez, tout est lié. Et le deuxième, c'est Victor Hugo. Et Victor Hugo va écrire une belle lettre et quelques mots à la municipalité de Port-Vendres, républicaine, qui a accueilli si fraternellement les déportés qui étaient dans le plus grand dénuement possible de la commune. Et cette lettre est aujourd'hui encore conservée dans l'escalier, ils n'ont peut-être pas bougé, mais enfin, en tout cas, dans l'hôtel de ville de Port-Vendres. Et il y a un communard, Alphonse Lemaître, qui est tellement touché de cet accueil qu'à peine rentré à Paris, il va prendre son pinceau et va peindre une jolie Marianne avec un bonnet phrygien. Et cette Marianne aussi est toujours aujourd'hui dans le patio de l'hôtel de ville de Port-Vendres. Alors, cette commune de Paris, la geste communard, de suite, après son écrasement, a fait l'objet de multiples interprétations. Et notamment, il y a un courant républicain qui ne va pas trop faire parler de lui pendant très longtemps, pro-jacobin. La Troisième République va essayer d'étouffer la commune. Il va y avoir surtout une mémoire, c'est peut-être ce qui fait son originalité, qui est conservée par les vaincus. Et vous savez, on dit souvent que l'histoire est faite par les vainqueurs. Et bien là, cas peut-être atypique, la commune, son histoire a longtemps été faite par les vaincus, par les communards eux-mêmes ou par les pro-communards. Il va y avoir très peu d'histoires issues de milieux conservateurs, etc. Et pour les marxistes, ils vont considérer que la commune de Paris était l'aube des révolutions prolétariennes du XXe siècle. Ils vont considérer,
moins Marx qu'Engels, on ne va pas rentrer dans le détail des citations précises, que la commune était la dictature du prolétariat. C'est ce que va reprendre Lénine dans son fameux ouvrage que vous connaissez, L'État et la Révolution, qui, soit dit en passant, le titre est piqué d'un ouvrage antérieur d'un communard, et qui lui était libertaire, qui s'appelait Arthur Arnould. Voilà. Je referme la parenthèse, mais donc il va y avoir toute cette volonté de mettre en avant la commune, et surtout pour le pouvoir soviétique qui va, des débuts post-1917, on va dire d'avant l'ère stalinienne, la volonté de mettre en avant cette commune bien plus dans le cinéma soviétique naissant que la Révolution française. Et le pouvoir va bien sûr mettre en avant de jeunes cinéastes qui étaient parfois des peintres ou des dessinateurs. Vous connaissez tous le génial Eisenstein, qui va mettre en image son interprétation, entre autres, de la Révolution d'Octobre. Et puis, il y a deux jeunes peintres, un qui va se devenir réalisateur pour le film qu'on va voir dans un instant, l'autre qui va être scénariste, Grégory Kozintsev et Léonid Trauberg, qui vont décider de créer, bien avant de s'atteler à la Nouvelle Babylone en 1929, un mouvement assez atypique qui s'appelle la fabrique de l'artiste excentrique. C'est quand même assez atypique, imaginez, dans la révolution des soviets, mais qui devient de plus en plus dure, au niveau dictatorial, qu'il y ait une telle liberté culturelle. Il n'est pas dans mon propos ce soir de parler de l'art soviétique et de faire trop de digressions sur le cinéma des premières années de la révolution des soviets. Il n'empêche qu'il y a quand même un foisonnement d'idées, il y a des jeunes qui se donnent corps et âme au soutien de la révolution, et donc ce Grégory Kozintsev et ce Léonid Trauberg, qui sont tout jeunes, vont travailler à vous rendre hommage et à exalter, dans la lignée de la vision marxiste-léniniste de la commune, cet événement dans un film qui s'appelle La Nouvelle Babylone. Mais au-delà du message de lutte des classes, des images que vous allez voir dans un instant de la bourgeoisie fêtarde qui pousse au départ le peuple à aller combattre contre les Prussiens en 1870 et qui après acclame les troupes versaillaises quand elle vient massacrer ces mêmes soldats de Paris pendant la semaine sanglante. Donc au-delà de tout ça, cette vision, on va dire, propagandiste, il y a une esthétique dans ce film. Il y a des références qui sont tirées d'une manière assez surprenante d'auteurs français, notamment d'Émile Zola. Donc le personnage du soldat que vous allez voir, Jean, dans un instant, ressemble beaucoup à Jean Macquart de la débâcle, du roman La débâcle d'Émile Zola. Le personnage de Louise, bien sûr, fait penser un peu à Louise Michel. C'est une employée de ce grand magasin qui est la Nouvelle Babylone, qui fait penser au bonheur des dames. Louise Michel, en tout cas dans la représentation qu'en a donnée le peintre Jules ou Raoul, je ne sais plus, Girardet. Et ce que je vous dis, ce ne sont pas des exégèses que j'ai faites ou que je vous ressors d'un bouquin qui s'appelle La Commune de 1871, Utopie ou Modernité. C'est tout simplement l'actrice qui interprète Louise qui explique, dans les années 30, que Grégory Kozintsev et Léonid Trauberg et les acteurs ont été imprégnés, se sont volontairement imprégnés de la littérature de Zola d'une part et de certains tableaux de Girardet d'autre part, dont Louise Michel arrêté, pour mettre en image le film que vous allez voir dans un instant. Et à l'époque, dans la partition, on entendait beaucoup, mais du côté, alors pour nous, la Marseillaise c'est la République, mais du côté des méchants, en tout cas dans le film, du côté versaillais, la Marseillaise qui est pour présenter
d'être comme un chant bourgeois, en tout cas dans le film. Et il fallait une partition, et la partition était signée de Shostakovich. Ce soir, on n'aura pas cette partition, mais on aura une interprétation qui va nous être donnée par mon ami Virgile Goller, et qui va vous dire comment lui a perçu ce film, certainement en tant que musicien d'une autre façon que moi, et je lui cède maintenant la parole. Je vous remercie. Bonsoir, et juste deux mots, et puis on va rentrer dans le film et on pourra discuter après si vous voulez. Effectivement, j'ai pas essayé de faire une réduction de la partition de Shostakovich pour accordéon. Voilà, les films muets d'une manière générale avaient parfois des musiques qui étaient écrites spécifiquement pour le film, que ce soit des films russes, des films américains, des films français. Dans la vie du film, c'était très rare qu'on entende cette musique-là, puisque il fallait un orchestre, et que les films ils étaient quand même destinés à aller jouer, à être montrés un peu partout. Et donc voilà, cette musique était peut-être été jouée une fois sur 1000 par rapport à ce film-là. Donc là, ça ne sera que une des 999 autres séances où il y a un musicien qui est chargé d'accompagner le film, comme ça se faisait à l'époque du muet. Voilà, j'ai regardé le film plusieurs fois. Effectivement, il y a la Marseillaise à un moment donné. Donc ça, c'est forcé. Parfois dans les films, on a des partitions aussi, des petits bouts de partitions. Donc ça fait partie du travail imposé. Après, pour tout le reste, voilà, la musique va se faire ici et maintenant, en fonction du film qu'on va voir. Puisqu'en fait, c'est la première fois que je vais le voir avec vous, réellement, puisque le film, ça se voit dans une salle de cinéma, et en général, pas muet. Voilà, donc on découvre ce film ensemble, et si vous voulez, on en parle après. Bonne séance. Merci Jérôme, et merci Virgile. Voilà, on laisse le temps, les personnes qui étaient venues que pour la conférence de sortir, pour ne pas gêner la projection. Voilà.